Bonjour à tous, nous sommes le mardi 24 février 2026 et notre cher ami, le professeur Mohammad Marandi, est avec nous. Bon retour parmi nous, professeur. Merci Nima, c'est toujours un grand plaisir d'être dans votre émission. Veuillez appuyer sur le bouton j'aime, cela nous aide à toucher davantage de personnes. Et professeur Marandi, permettez-moi de commencer par ceci. En fait, je dirais que nous avons de nombreux téléspectateurs musulmans parmi notre public. Et nous savons, vous comme moi, que ce mois-ci est ce que nous appelons en persan Ramazan ou Ramadan en anglais. Quelle est l'importance de ce mois? Beaucoup de gens se demandent comment la menace venant des États-Unis affecte le pays, alors qu'il traverse l'un des mois les plus importants de la culture persane et musulmane. Ce mois est si important pour tous les musulmans de la région. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est le mois le plus important du calendrier. C'est le mois où le Coran a été révélé au prophète. Pendant ce mois, tout le monde jeûne, ou plutôt ceux qui le peuvent et ceux qui sont religieux. Certains en Iran ne jeûnent pas à cause de la maladie, et d'autres ne jeûnent tout simplement pas parce qu'ils n'en ont pas envie. Mais il existe une forte culture de religiosité. On peut le constater à l'horrible circulation à Téhéran vers 15 heures, car tout le monde essaye de terminer ses affaires et d'arriver là où il doit aller avant l'heure de la rupture du jeûne. Je te disais avant l'émission que j'ai eu beaucoup de mal à me rendre là où je devais aller, et j'ai décidé de venir ici à la place. Je ne pouvais pas y arriver à temps, alors je suis venu ici juste pour faire cette interview. Cela montre donc comment les habitudes ordinaires du mois changent pendant le Ramadan en Iran et l'impact profond que cela a sur notre culture. Et bien sûr, c'est aussi le mois le plus spirituel. Des prières spéciales sont organisées pendant cette période et les gens lisent beaucoup le Coran. Certaines personnes lisent le Coran en entier au moins une fois, du début à la fin, au cours du mois. C'est une période très particulière. Même les personnes qui ne sont pas très religieuses participent à l'iftar, car presque tout le monde a une part de religiosité dans sa personnalité. Nous avons beaucoup de blagues à ce sujet en Iran, comme vous le savez. Je pense que quiconque se rend en Iran pendant ce mois peut sentir que l'atmosphère est d'une certaine manière différente, et ils adoreraient cela. Et professeur Marandi, permettez-moi de commencer par la deuxième question. Comme nous le savons, dans les médias dominants, l'un des principaux organes soutenant l'idée d'une guerre contre l'Iran est Fox News. Il rapporte qu'une attaque est imminente, que tout est prêt. Et tous les experts qu'ils invitent dans leurs émissions disent à leur vaste public occidental que les États-Unis ont apporté tout ce dont ils ont besoin dans la région et se préparent à attaquer l'Iran. Quelle est votre compréhension du niveau de préparation de l'armée iranienne si cette attaque devait avoir lieu? Les Iraniens se préparent depuis très longtemps, depuis la guerre, l'attaque de type Blitzkrieg menée par le régime israélien avec le soutien des États-Unis. Et bien sûr, les pays de la région ont tous été impliqués d'une manière ou d'une autre, car ils ont permis que les bases américaines soient utilisées contre l'Iran. Dans certains cas, très ouvertement dans le Golfe Persique, dans d'autres, comme la Turquie, à travers leurs bases radars. Dans le cas de Bakou, en République d'Azerbaïdjan, ils ont autorisé le régime israélien à utiliser leur espace aérien pour attaquer l'Iran. Ce n'étaient donc pas seulement les Israéliens et les Américains. C'était une très large coalition de volontaires, ou plutôt une coalition incapable de s'opposer aux États-Unis, comme elle l'est encore aujourd'hui.
Même si nous avons vu l'ambassadeur des États-Unis auprès du régime israélien affirmer en substance que toute cette région, l'Asie occidentale, appartient aux Israéliens, et même certaines parties de l'Afrique du Nord, M. Erdogan continue d'exporter ou de transporter du pétrole depuis Bakou, Sisi continue de faire des affaires avec le régime israélien, et le régime jordanien fait de même. Pour ces gens-là, c'est le statu quo. Mais les Iraniens se préparent depuis lors, et l'industrie militaire iranienne, d'après ce que je comprends, travaille sans relâche depuis plusieurs mois. Les différentes branches des forces armées ont également préparé des installations et des bases souterraines en vue d'une guerre potentielle. Bien sûr, cela dure depuis 25 ans, depuis l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan par les États-Unis. Mais après la guerre de 12 jours, ils en ont beaucoup appris sur la technologie occidentale, la technologie américaine, leurs capacités, leurs stratégies. Ils ont travaillé à améliorer leurs propres capacités et à modifier leurs tactiques et leurs stratégies afin de mieux faire face à ces menaces. Je pense que la coopération avec les Russes et les Chinois s'est également renforcée, car la Chine, comme la Russie, reconnaissent que les États-Unis sont devenus un régime hors de contrôle. Il n'y a même plus de semblant de moralité, ni de respect du droit international. Trump lui-même a dit que rien ne pouvait l'arrêter. La seule chose qui pouvait l'arrêter, c'est le propre sens moral de Trump, qui bien sûr est inexistant. Cela a renforcé la coopération. L'Iran, au fil des années, a mis de côté beaucoup de richesses pour de telles circonstances. Donc je pense qu'ils ont aussi dépensé de l'argent pour l'équipement, à la fois à l'étranger et pour la production nationale. L'Iran est prêt. Et comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, la réponse de l'Iran sera dévastatrice. Comme je l'ai déjà dit, les habitants de la région du Golfe Persique, quand les choses changent pour eux, quand ils ne peuvent plus exporter ou importer du pétrole ou du gaz, quand la situation devient instable, ne devraient blâmer que leur propre régime. Les régimes qui accueillent des bases américaines sont tous complices de la guerre, car au moment où nous parlons, ces bases sont utilisées contre l'Iran. Il en va de même pour la République d'Azerbaïdjan. La seule personne à blâmer est Aliyev si quelque chose se produit dans les prochains jours ou semaines. Ils n'ont donc personne d'autre à accuser. Et il y a aussi les alliés de l'Iran qui seront également impliqués. Ils savent qu'il s'agit d'un combat pour leur propre survie, car les Américains sont impitoyables et barbares, comme les sionistes. Et bien sûr, l'ambassadeur des États-Unis auprès du régime israélien affirme que ce dernier est plus moral que les forces armées américaines. On peut donc imaginer ce que les Américains feraient aux femmes et aux enfants en Irak, au Yémen, au Liban et ailleurs, s'ils en avaient l'occasion. Les alliés de l'Iran dans toute la région seront également en guerre. Et ce n'est pas quelque chose que les Américains peuvent gérer. C'est tout simplement trop. L'Irak compte une population de 45 à 47 millions d'habitants, et les alliés des États-Unis y seront écrasés. Au Yémen, ils se préparent également à la guerre. Ils ont déjà vaincu les Américains lors de leur guerre de 7 semaines, et ils sont aujourd'hui bien mieux préparés. Les Américains seront contraints de diviser leur énergie et leurs ressources en plusieurs endroits, et le Yémen possède lui-même une population importante. Je ne vois aucun scénario dans lequel les Américains remporteraient cette guerre. Ils vont perdre. Ce sera catastrophique pour le monde. Cela fera s'effondrer l'économie mondiale et affectera profondément la vie de chacun. Mais le monde en tiendra les États-Unis pour responsables, car les Iraniens ont été extrêmement prudents dans les négociations pour s'assurer que le monde voit les États-Unis comme les agresseurs. Le monde considère le sionisme comme le problème. Le monde voit cette classe Epstein, ces régimes Epstein en Occident, comme le problème.
Et on peut le constater à la manière dont les médias occidentaux, qu'il s'agisse du New York Times, de Fox News ou du Guardian, sont tous impliqués. Les libéraux traditionnels, la gauche, tous, d'une manière ou d'une autre, sont impliqués dans cette guerre. Ainsi, le Sud global, la majorité mondiale, et de nombreuses personnes en Occident, probablement la plupart des gens en Occident, voient les faits tels qu'ils sont. Et cela, pour l'Iran, dans les semaines et les mois à venir, sera très important. Bien sûr, le peuple iranien voit que le gouvernement iranien se prépare, mais qu'en même temps, il essaie de trouver une solution qui respecte la souveraineté de l'Iran. Le problème, c'est que, d'après ce que nous voyons, les États-Unis ne veulent pas respecter la souveraineté iranienne. Et si cela continue, cela mènera à une très mauvaise situation que j'ai déjà expliquée. Professeur Marandi, vous avez mentionné l'ambassadeur américain en Israël. Vous avez fait référence à l'entretien qu'il a eu avec Tucker Carlson, où il a dit quelque chose à propos de l'ensemble du Moyen-Orient. Tucker Carlson lui a demandé « Parlez-vous de tout le Moyen-Orient faisant partie d'Israël ou d'Israël s'emparant de tout le Moyen-Orient ?» Et il a littéralement répondu « Oui, cela va jusqu'aux frontières de l'Iran. » Vous savez, c'est un sujet dont l'Iran parle depuis très longtemps. Il ne semblait pas que beaucoup de gens dans le Golfe Persique, dans ces États arabes, prenaient cette idée au sérieux. Ils en plaisantaient presque. Mais maintenant, ils l'entendent de la bouche de l'ambassadeur américain en Israël. C'est tout le jeu, tout le programme du côté israélien. Dans quelle mesure cela a-t-il changé la donne? Pensez-vous que ces États arabes vont enfin comprendre? Il est difficile de dire ce qui va se passer. C'est évidemment une bonne chose que cela soit sorti. Cela montre à quel point les sionistes sont sinistres, et peu importe qu'ils soient chrétiens, juifs ou d'une autre conviction. Cela montre simplement à quel point ils sont sinistres et mauvais, et c'est une bonne chose. Cela montre aussi à quel point ils sont ignorants et stupides, car dans l'interview, l'ambassadeur s'est révélé totalement ignorant, totalement irrationnel et bien sûr sinistre, très très sombre. Mais je ne peux pas dire quel impact cela aura. En ce moment, les États-Unis ont acheminé beaucoup d'armes en Jordanie, mais nous ne voyons pas les Jordaniens faire grand-chose. Nous ne voyons pas de gens indignés. Les mêmes personnes qui ont évidemment entendu que l'ambassadeur américain s'est exprimé de cette manière. La Turquie sous Erdogan, probablement l'une des plus grandes déceptions de cette région au cours des dernières décennies, continue de faire partie de l'OTAN, continue de permettre aux États-Unis d'utiliser ses bases et continue de transporter du pétrole vers le régime génocidaire. Les Émirats subissent la pression de l'Arabie saoudite et les Saoudiens, bien sûr, supporteront le poids de toute initiative expansionniste israélienne. En fait, l'ironie veut que le seul pays parmi ceux-là qui, d'après la carte du régime israélien, ne verra aucun morceau de son territoire touché, soit l'Iran. Mais vous savez, c'est là où nous en sommes. Et comme je le disais à quelques amis plus tôt aujourd'hui, nous n'avons aucune attente. Nous faisons ce que nous devons faire. Et tout comme en Occident, nous avons vu comment le mouvement anti-guerre, lorsqu'il s'agissait de Saddam Hussein, était actif. Il y avait d'immenses foules et des manifestations dans tout le monde occidental en faveur de Saddam Hussein. J'ai participé à ces manifestations. L'Iran était contre la guerre, même si Saddam Hussein était un monstre qui utilisait des armes chimiques et massacrait des gens à Sardache, en Iran, avec des armes chimiques. À Halabja, il a tué 6500 personnes en seulement quelques minutes. Et l'Occident n'a rien fait. Ce monstre, simplement pour arrêter la guerre contre le régime irakien, a mobilisé des gens dans tout l'Occident. Mais lorsqu'il s'agit de l'Iran, de la haine envers l'Iran,
Parmi ces groupes takfiris, ces groupes salafistes, qui sont en réalité contrôlés par l'Occident et financés par des régimes régionaux, et aussi parmi une grande partie de la gauche traditionnelle en Occident, il y a des exceptions dans les deux cas, mais je parle en général, ils ne font rien. Leur haine de l'Iran est irrationnelle. C'est quelque chose qui existe depuis des décennies. On les a conditionnés à vous détester. C'est pourquoi ils ont soutenu la sale guerre en Syrie, parce qu'ils voyaient la Syrie comme étant d'une certaine manière liée à l'Iran. Ainsi, même si Assad, malgré tous ses péchés, était incomparable à Saddam Hussein, lorsqu'il s'agit de l'Iran, on voit que ces entités s'en prennent au pays. Ils répètent la propagande anti-iranienne jour et nuit, sur les chaînes arabes, dans les médias traditionnels occidentaux et dans les publications occidentales allant The Guardian à The Independent, jusqu'à Fox News et Breitbart. Ils seront tous extrêmement hostiles envers l'Iran. Donc l'Iran, la République islamique d'Iran, l'axe de la résistance, ne va pas placer d'espoir dans un réveil des peuples agissant contre les États-Unis, l'Empire et ses supplétifs. Mais cela dit, je pense vraiment que l'Empire est en train de s'effondrer. Et chaque jour, nous voyons de nouveaux signes de faiblesse, que ce soit à travers ces entretiens ou à travers le travail de Tucker Carlson et de Candace Owens. Candace Owens, bien sûr, attaque l'élite politique selon sa propre approche et Tucker Carlson selon la sienne. Puis il y a toute une série de, bien sûr, les suspects habituels, les gens vraiment bien que toi et moi connaissons, qui ont leurs propres émissions. On voit donc ce mouvement grandir. Et bien sûr, ceux du Parti démocrate, ou proches de celui-ci, ou qui l'étaient autrefois, eux aussi, à travers les dossiers Epstein qui ont été rendus publics, sont devenus de plus en plus désillusionnés par cette classe Epstein. Je pense donc que l'Empire s'effondre très rapidement. S'effondrer ne veut pas dire qu'il va tomber ce soir ou demain, mais que tout ce régime, tout ce système est en train de s'écrouler. Les crimes à Gaza et les dossiers Epstein l'ont discrédité. Il s'est surexposé. Ces guerres sans fin détruisent l'économie. Et bien sûr, l'égoïsme de la classe Epstein crée d'énormes déséquilibres économiques, rendant les pauvres encore plus pauvres et les ultra-riches encore plus riches. Tous ces éléments réunis sont, je pense, des signes très clairs que le régime Trump et ses alliés ne sont pas dans la position dominante qu'ils croient occuper. Et s'il y a une guerre avec l'Iran, bien sûr, je ne veux pas dire si je pense qu'il y aura une guerre ou non. Je ne crois pas qu'il soit utile pour moi d'entrer dans ce genre de débat. L'Iran se prépare à la guerre, quoi qu'il arrive. Mais s'il y a une guerre avec l'Iran, ce sera pour l'Iran une guerre existentielle, une lutte pour la survie. Le camp américain, qui choisit cette guerre comme une guerre de choix, a tous ses problèmes. Et je ne crois pas que les États-Unis seront capables de poursuivre la guerre avec succès. Non seulement à cause de la force de l'Iran, mais aussi à cause des faiblesses que j'ai soulignées. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses dont nous pourrions parler. Mais les États-Unis ne sont plus dans la position qui était la leur il y a 10 ans, ou il y a 20 ans. Ils ne sont même plus dans la position qui était la leur il y a 3 ans. Nous avons entendu de nombreux rapports concernant le transfert d'armes lourdes vers la partie sud de l'Iran. Et d'après ce que nous avons vu pendant la guerre de 12 jours, et d'après ce que l'Iran a vécu durant ces jours-là, qu'en est-il de la partie nord de l'Iran? Pensez-vous qu'Aliyev et son régime, si quelque chose se produit, vont permettre aux États-Unis d'utiliser leur territoire pour attaquer l'Iran? Quelle serait la réponse à cela? Nima, le ministre des Affaires étrangères, et les responsables militaires, ainsi que le Dr Larijani, lors de nombreuses visites dans la région, ont été très clairs sur ce qui allait se passer. Ils ont expliqué à chacun de ces pays
la position précaire dans laquelle ils se mettent. Rappelez-vous, aucune de ces entités, aucun de ces pays n'a une population importante. Aucun d'entre eux ne dispose d'un réseau solide ni d'une base sociale forte. Ce sont des dictatures familiales, chacune d'entre elles. Et dans le cas de la République d'Azerbaïdjan, une grande partie de la société est très proche de l'Iran. Beaucoup de leurs dirigeants sont en prison et ils y sont depuis des années. C'est quelque chose que l'Occident sait, mais dont les médias occidentaux ne parlent pas. Il doit donc être très prudent s'il veut continuer à gouverner, car il pourrait être balayé très rapidement et facilement si les choses tournent mal. Et encore une fois, si l'on compare les alliés de l'Iran dans la région du Golfe Persique et les capacités de l'Iran à celles du Qatar, des Émirats ou de Bahreïn, ces entités sont très faibles, très vulnérables. Mais si quelque chose leur arrive, cela aura d'énormes conséquences sur les marchés de l'énergie, d'énormes conséquences, ainsi que sur d'autres marchés, car ce sont des régimes consommateurs. Ils dépensent beaucoup d'argent. Ils gaspillent une quantité extraordinairement importante d'argent à cause de la corruption des élites dans ces entités. Donc, cela ne va pas bien se terminer pour aucun d'entre eux. Et les États-Unis mettent tout en danger pour le régime israélien parce que les sionistes le veulent. La classe Epstein le veut. Nous ne voulons évidemment pas la guerre. Et quand je dis cela, je ne veux pas que quelqu'un pense que je suis un va-t-en-guerre ou quelque chose de ce genre. Je dis cela parce que les gens doivent reconnaître que ce n'est pas quelque chose que le New York Times dira, ni Fox News, ni CNN, ni The Guardian, parce qu'ils vivent dans leur arrogance, qu'ils sont totalement corrompus et que leur haine envers l'Iran est bien documentée. Cela dure depuis 47 ans. J'ai préparé du matériel pour une émission sur Al-Mayadeen pour vendredi, et j'y ai expliqué comment l'Iran a toujours été décrit comme étant au bord de l'effondrement depuis le début de la révolution. Comment les médias occidentaux ont toujours affirmé que la révolution était terminée dans les années 1980, puis dans les années 90, qu'une nouvelle révolution approchait, que la jeunesse d'il y a 20, 25, 30 ans n'avait aucun lien avec la révolution. Ce récit dure depuis 47 ans, et l'Iran aurait toujours été sur le point de s'effondrer, toujours vulnérable, toujours détesté par son propre peuple. C'est ainsi qu'il a toujours été présenté. Encore une fois, dans cette présentation, je donnerai quelques exemples montrant comment il s'agit d'un récit continu, détaché de la réalité. Bien sûr, on peut toujours trouver en Iran des personnes qui soutiennent l'organisation terroriste MEK, la famille Pahlavi ou quelques autres illuminés basés en Europe. On en trouvera toujours, et on en trouve dans n'importe quel pays. Et bien sûr, les États-Unis et l'Occident investissent énormément pour tenter de laver le cerveau des jeunes afin qu'ils soutiennent la guerre, les sanctions, la mort et la destruction. Mais l'immense majorité des Iraniens ne soutient rien de tout cela. Et la République islamique d'Iran jouit d'un très haut degré de légitimité aux yeux des gens ordinaires. Et les Américains, comme les Européens, le savent. Ceux qui réalisent leurs propres sondages le savent. Ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas l'information. Mais malgré la réalité, malgré les scènes que nous avons vues dans les rues de Téhéran et d'autres villes avec ces rassemblements de masse, ils restent prisonniers de leurs récits, de leurs illusions et de leur exceptionnalisme. Ils continueront à aller dans une direction, mais la réalité sera tout autre. Et cette erreur de calcul peut être dévastatrice. Je dis cela parce que je veux que les gens ordinaires en Occident, qui n'entendront pas ces choses de la part de ces entités, comprennent que l'Iran est fort, que l'Iran est uni, que l'Iran est capable, et surtout que le peuple iranien est déterminé. Most importantly, the Iranian people are determined. They are
C'est un peuple doté d'une culture religieuse particulière, d'un héritage spécifique qui le rend extrêmement capable de résister aux États-Unis et à l'Empire. Ils n'abandonneront pas le peuple palestinien, même si tout le monde l'a fait. Les autres se contentent de paroles creuses, mais eux continueront à les soutenir pour des raisons morales, pour des raisons religieuses. Et encore une fois, je dis tout cela parce que, s'il y a une guerre, je veux que les gens reconnaissent que cette réalité était connue à l'avance, que ce qui va se produire dans les jours et les semaines à venir était quelque chose de facilement prévisible. Ou à l'inverse, si mes propos peuvent contribuer au discours et au mouvement pacifiste, tant mieux. Mais au bout du compte, s'il y a une guerre, tout le monde devrait se souvenir de qui la soutenait. Pas seulement de ceux qui la soutenaient ouvertement. Certains pouvaient prétendre s'y opposer, tout en disant des choses comme « Oh, l'Iran est maléfique, l'Iran est faible, le régime tue son peuple » et autres absurdités du genre. Ils ont tous contribué à la guerre, parce qu'ils ont menti et voulu préserver leur statut parmi les élites et dans le courant dominant en répétant ces discours. Non, l'Iran est moralement supérieur à l'Occident. La République islamique d'Iran est moralement supérieure à tout pays associé à l'Occident. Ils n'ont rien à prêcher. Ils ne sont pas en position de faire la leçon à l'Iran sur quoi que ce soit. Ils continuent de commettre un génocide à Gaza. Ils étranglent le peuple cubain à l'heure où nous parlons. Ils ont pris le peuple vénézuélien en otage. Ils assassinent des gens au Liban chaque jour. Ils étranglent le peuple iranien. Ils ne sont pas en position de parler de moralité. Et plus important encore, ils sont dirigés par une classe de personnes qui violent des enfants, qui tuent, et dont les médias ne cherchent même pas à les faire emprisonner. Parce que les médias leur appartiennent. C'est à eux. Ils ont tout. Je pense que ce récit existe parce qu'ils disposent de canaux que personne d'autre au monde ne possède. La Chine, la Russie et l'Iran ne sont pas capables de les battre sur le terrain du récit et de la manière dont ils peuvent créer de nouvelles formes de pression sur les populations en Iran, en Russie, en Chine. Partout, à mon avis. Mais à ce sujet, professeur, je pense que l'une des principales questions que se posent les personnes curieuses du résultat d'une guerre contre l'Iran ou de toute nouvelle guerre au Moyen-Orient serait: quel en serait le dénouement? Vous avez mentionné que l'Iran est totalement prêt à répondre aux États-Unis. C'est un cas. Mais je pense que le résultat serait encore plus important, car cela changerait-il l'état d'esprit du guide suprême iranien, qui a émis une fatwa contre les armes nucléaires? L'Iran va-t-il réviser cette position? Le guide suprême va-t-il modifier cette fatwa, ou va-t-il maintenir la même position? Eh bien, voyons les choses sous un autre angle. Les États-Unis ne peuvent pas détruire le programme nucléaire iranien, car les scientifiques qui l'ont conçu sont toujours là. Ce n'est pas comme s'il n'y avait qu'une dizaine de personnes. Il y en a des milliers, y compris de jeunes étudiants formés par les anciens scientifiques. Ils sont à jour avec les technologies les plus récentes et la technologie progresse très rapidement. Le programme nucléaire iranien d'aujourd'hui est très différent de ce qu'il était il y a 10 ans, et les capacités de l'Iran sont bien meilleures qu'auparavant. Autrefois, l'enrichissement de l'uranium nécessitait beaucoup de ressources, de recherche et de grandes machines. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, la technologie est si avancée qu'ils peuvent faire tout cela dans un petit espace sans être découverts. Nous vivons dans un monde très différent désormais. Dans 2 ans, il sera encore différent. C'est l'ère de l'intelligence artificielle. Les États-Unis et l'Occident en déclin n'ont plus le monopole du savoir. Ils devraient aller visiter la Chine, regarder autour d'eux et constater à quel point la Chine a désormais pris de l'avance sur l'Occident.
Ils ont échoué en Ukraine à cause de cette arrogance et de ce manque de compréhension de l'évolution du monde. Ainsi, la technologie nucléaire d'aujourd'hui et dans les mois et années à venir est différente de ce qu'elle était il y a 20 ans. Et l'Iran a déclaré qu'il ne voulait pas d'armes nucléaires, et il l'a déjà prouvé par le passé. Si l'Iran avait voulu une arme nucléaire, il en aurait déjà une. Les États-Unis n'auraient rien pu y faire. Mais l'Iran n'en voulait pas. Et nous en avons déjà parlé. Tu le sais, je le sais, et je suis assez sûr qu'une grande partie de tes téléspectateurs le savent aussi. Ce sont des gens politiquement conscients. Si l'Iran avait voulu des armes nucléaires, il en aurait eu, tout comme s'il avait voulu des armes chimiques dans les années 1980, à l'époque où l'Occident en fournissait à Saddam pour les utiliser contre nous. Il en aurait eu et il s'en serait servi. Mais elle ne les a pas produits parce qu'elle n'y croyait pas. La position de l'Iran est donc claire. Cependant, le Dr Larijani, avant de devenir président du Conseil suprême de sécurité nationale, lorsqu'il était conseiller du Guide, a déclaré que si l'Iran faisait face à une menace existentielle pour son existence, il modifierait sa posture nucléaire. Il a dit cela à la télévision, je crois il y a environ 1 an, je ne sais plus exactement quand. Il est aujourd'hui dans une position bien plus forte qu'à l'époque. Mais c'est de toute façon la position iranienne. Et le Dr Karazi, qui a été ministre des Affaires étrangères pendant 8 ans sous la présidence de Khatami et qui est également conseiller du Guide, l'a dit à 2 reprises. Il l'a d'ailleurs dit avant le Dr Larijani, également à la télévision iranienne. Il a dit cela 2 fois, et c'était essentiellement le même point. La posture nucléaire de l'Iran changerait dans de telles circonstances. Donc, personne n'a rapproché l'Iran de cette situation plus que Trump. Tout d'abord, c'est lui qui a déchiré l'accord iranien, le JCPOA, l'accord nucléaire. Obama a violé l'accord jour et nuit. Il a été malhonnête. Et Obama voulait tromper les Iraniens pour qu'ils respectent leurs engagements pendant qu'ils continuaient d'étrangler les femmes et les enfants. C'était un monstre comme Trump. Mais Trump a déchiré l'accord. Et après cela, l'Iran, après avoir attendu 2 ans pour voir si les États-Unis reviendraient dans l'accord ou si les Européens feraient quelque chose pour résoudre le problème, a relancé son programme nucléaire. Donc, l'Iran a commencé à progresser technologiquement à cause de Trump. Nous en sommes là aujourd'hui. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais ce sont les déclarations faites par des figures clés. À mon avis, il n'y a rien que les États-Unis ou le régime Trump puissent faire à ce sujet. La seule solution est que les États-Unis acceptent un accord nucléaire, un accord qui reconnaisse les droits nucléaires de l'Iran. C'est la seule voie à suivre. Sinon, nous n'aurons rien. Soit nous aurons un conflit militaire, soit les États-Unis devront reculer. Dans les 2 cas, cela ne se terminera pas bien pour les États-Unis. Lors d'une de ses dernières interviews, on a demandé au ministre iranien des Affaires étrangères pourquoi le président américain devrait laisser l'Iran avoir un programme nucléaire, puisqu'il est question de tout démanteler. Est-ce pour les États-Unis ou pour les Iraniens? Qu'en pensez-vous? Quelle est la politique officielle de l'Iran sur cette question? Est-ce aux États-Unis d'en décider? Le simple fait que les journalistes occidentaux posent ces questions montre comment ces journalistes issus des grands médias sont formés, comment ils grandissent au sein de cette idéologie exceptionnaliste. Qui sont les États-Unis pour dire ce que l'Iran a ou n'a pas le droit de faire? Les États-Unis n'ont aucune autorité et l'Iran le démontrera. L'Iran montrera que les États-Unis n'ont pas cette autorité. Trump a déjà, nous avons entendu Witkoff et d'autres dire qu'il a été très surpris par la détermination du peuple iranien et bien sûr de l'ayatollah Khamenei.
Et je pense qu'ils seront encore plus surpris à l'avenir. C'est une nation qui ne va pas se soumettre. Ce n'est pas comme les autres pays. Elle ne va pas se soumettre. Quoi que fassent les États-Unis, elle ne va pas se soumettre. Les États-Unis doivent soit apprendre à respecter l'Iran, à contre-cœur, soit faire face aux conséquences de leurs actions envers l'Iran. Mais l'ironie, bien sûr, Nima, comme tu le sais mieux que moi, c'est que la seule raison pour laquelle nous en sommes là, c'est à cause du régime israélien et du sionisme. Il n'y a aucun problème fondamental qui ne puisse être résolu entre l'Iran et les États-Unis. Pourquoi l'Iran et les États-Unis ne pourraient-ils pas avoir une relation semblable à celle entre l'Iran et le Brésil? Ou l'Iran et la Russie, ou l'Iran et l'Indonésie, ou l'Iran et l'Afrique du Sud. Pourquoi cela n'est-il pas possible? C'est à cause de ces personnes ethno-suprémacistes, de cette classe Epstein, qui possède les États-Unis, qui dirige les États-Unis, qui contrôle l'ensemble du monde occidental et au-delà, comme on l'a vu à travers certains éléments divulgués des dossiers Epstein dans la région du Golfe Persique également. C'est à cause de ces gens-là qui n'autorisent pas la normalisation. Sinon, l'Iran et les États-Unis entretiendraient des relations tout à fait normales et productives. Mais encore une fois, la situation est celle qu'elle est. Professeur Marandi, l'un des pays qui revêt une telle importance, aujourd'hui, j'ai parlé avec un autre invité de ce podcast, John Helmer. Il a évoqué l'importance de l'Inde pour l'Iran, comme pour la Russie. Quelle est la compréhension mutuelle entre l'Iran et l'Inde? Parce que nous savons que l'Inde est importante pour l'Iran et que l'Iran entretient de bonnes relations avec l'Inde. Mais dans quelle mesure ce qui se passe actuellement, la situation entre l'Iran et les États-Unis, que tout le monde reconnaît comme quelque chose d'inédit, de particulier, de nouveau, cette sorte d'escalade, comment voyez-vous la position de l'Inde? L'Inde est un pays très complexe, et il ne fait aucun doute qu'une partie importante de la société indienne nourrit une haine immense envers les musulmans. Bien sûr, ils sont conditionnés à penser ainsi par des personnes au pouvoir qui ont intérêt à entretenir cette haine et cette hostilité. Pour cette raison, ces gens s'alignent sur le régime israélien, parce que le régime israélien méprise les musulmans, il méprise les chrétiens, il méprise tout le monde. Il méprise les hindous, il méprise l'Inde. Les sionistes nous considèrent tous comme des sous-humains. Tout le monde. Je veux dire, je pense que nous en avons suffisamment lu à ce sujet. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'en dire plus. Mais il y a ces Indiens qui se trouvent dans une position très intéressante. D'un côté, ils s'alignent sur le régime israélien et lui témoignent un grand respect, mais le régime israélien n'a aucun respect pour eux, ni pour la droite hindoue, ni pour les hindous extrémistes. Voilà une partie de l'Inde, mais ce n'est pas toute l'Inde. D'autres Indiens, hindous comme musulmans, pensent très différemment. Ils reconnaissent que leurs intérêts essentiels résident dans l'harmonie entre tous au sein de leur propre société, dans l'harmonie régionale et dans le fait de faire partie de l'Asie. Et bien sûr, le corridor de transport nord-sud est quelque chose que les Américains ne veulent pas. Donc, les Américains ne veulent pas que l'Inde ait sa propre route commerciale alternative qui ne soit pas contrôlée par l'OTAN. Parce qu'au bout du compte, que ça passe par la Turquie ou par l'Europe, c'est contrôlé par l'OTAN. C'est contrôlé par les États-Unis. Toutes ces entités font partie du camp américain. Tout le monde peut faire semblant d'être différent, mais il a posé la main sur le cœur en Égypte lors de la conférence pour la paix avec Trump et ainsi de suite. Donc nous n'avons pas besoin d'y revenir. L'Inde a besoin de ce corridor. Ce serait très important pour elle. Les Américains ne le veulent certainement pas.
Les intérêts de l'Inde résident en réalité dans le renforcement de ses liens avec ses voisins, dans le renforcement de l'Asie et dans le développement de ce nouveau corridor. Mais c'est un pays divisé, et le régime israélien y exerce une influence. Il utilise la propagande pour agiter certains segments de la société indienne, aux côtés d'éléments fanatiques très influents et détenant une part du pouvoir dans le pays. Les Américains, c'est-à-dire le régime, ont des intérêts similaires. Il faudra voir quelle direction prendra l'Inde. Mais il est évident que si les États-Unis et le régime israélien obtenaient ce qu'ils veulent, ce qui n'arrivera pas, l'Inde devrait demander la permission aux sionistes pour entretenir une relation avec la Russie. En considérant l'accord, Donald Trump l'appelle un accord. Mais il pourrait s'agir d'une sorte d'entente entre les deux. Je pense qu'ils veulent vraiment parvenir à un accord avec l'Iran. Mais encore une fois, est-ce possible? Demandent-ils réellement leur avis aux Iraniens? Parce qu'il semble y avoir une différence entre ce que dit l'Iran à propos des négociations et ce que disent les Américains. Dans les médias traditionnels, il est surtout question de limiter le soutien aux actes de résistance, de restreindre le programme balistique iranien et de prendre en compte la portée des missiles. Et d'un autre côté, vous voyez le ministre des Affaires étrangères iranien déclarer « Il ne se passe rien de ce genre entre nous. Ce dont nous parlons concerne uniquement le programme nucléaire, et nous sommes prêts à prouver que nous n'allons pas produire d'armes nucléaires. » Dans quelle mesure les deux parties sont-elles réalistes? Et, à votre avis, pourquoi ont-elles besoin d'adopter ce type de rhétorique? Parce que nous avons déjà observé ce genre de comportement, souvenez-vous, avant la guerre des 12 jours. Steve Witkoff, chaque fois qu'il parle avec les Iraniens, dit quelque chose, puis sort et change complètement le récit, toute la rhétorique, de son côté. Oui, Witkoff, lors de ces négociations à l'époque, avait d'abord accepté le droit de l'Iran à l'enrichissement. Nous l'avons vu lorsqu'il a été interviewé sur Fox News, ce qui a provoqué un énorme tollé et une grande colère parmi les sionistes. Ensuite, les Américains ont commencé à déplacer les objectifs. Tout d'abord, je pense que le ministre iranien des Affaires étrangères est assez honnête quant à la façon dont les choses se sont déroulées jusqu'à présent. Prenons donc son évaluation, son interprétation des événements, comme la bonne. Il ne peut y avoir que 3 raisons possibles à cela, et elles n'ont pas nécessairement le même poids. La première, c'est que les États-Unis gagnent du temps pour rassembler toutes leurs forces dans la région afin de déclencher une guerre, et qu'ils veulent simplement continuer à faire semblant de négocier. C'est tout à fait possible. La seconde, c'est que les États-Unis veulent traiter avec l'Iran, mais cherchent à lui mettre la pression. Ils veulent retarder les négociations jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir tout ce qu'ils veulent. Enfin, pas vraiment les retarder. Ils veulent continuer à discuter sans produire de résultats, le temps de mobiliser davantage de ressources pour voir s'ils peuvent forcer l'Iran à capituler, n'est-ce pas? S'ils peuvent faire craquer l'Iran. Alors ils accentuent la pression, continuent à parler d'attaques possibles, sans vraiment avoir l'intention d'en mener, mais en espérant que l'Iran finira par dire « D'accord, nous cédons ». Et la troisième possibilité, c'est qu'ils ne savent tout simplement pas ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas décidé. Et Trump est dans son état habituel de confusion et de chaos, confusion mentale et chaos. Donc aucune décision finale n'a vraiment été prise dans un sens ou dans l'autre. Trump pourrait trancher dans les jours à venir. Je n'ai aucune idée laquelle de ces 3 hypothèses est la bonne. J'ai bien une opinion à ce sujet. Mais encore une fois, certaines personnes supposent à tort que je parle au nom du gouvernement,
ce qui est faux. Je n'ai aucun statut officiel. Je ne suis pas payé par le gouvernement. Je reçois mon salaire de mon université, et c'est tout. Tout le reste relève de l'activisme. Mais plus je le dis, plus ils insistent. Oh non, je suis sûr qu'il a des liens. Donc, si je dis quelque chose, beaucoup l'attribueront au gouvernement, à l'administration, à l'État ou aux forces armées. Et je ne veux pas aller sur ce terrain. Oui, j'ai une opinion. Elle peut être erronée, mais j'en ai une. Cela pourrait être l'un de ces trois scénarios. Je pense que les trois sont possibles. Les trois sont plausibles. Mais au bout du compte, quand on examine ces trois hypothèses, la seule voie à suivre pour l'Iran est de se préparer à la guerre. Et la raison en est que les Iraniens ne vont pas renoncer à leur souveraineté. Cela n'arrivera tout simplement pas. Les Iraniens ne vont pas sacrifier leurs alliés. Ils ne vont pas sacrifier le peuple palestinien. Ils ne vont pas sacrifier les Libanais, les Yéménites ou quiconque d'autre. Cela n'arrivera pas. Ce n'est pas dans notre culture. Cela fait partie de notre identité religieuse. Nous n'allons pas abandonner notre force de missiles, nous allons la renforcer pour des raisons évidentes. Et l'Iran ne renoncera pas à ses droits nucléaires. Ce n'est tout simplement pas faisable. C'est impossible. Il existe des moyens de conclure un accord dans lequel l'Iran pourrait offrir à Trump une porte de sortie lui permettant de prétendre avoir obtenu une certaine forme de succès. Je suis sûr qu'il y a des façons d'y parvenir, et je suis certain que les Iraniens sont disposés à le faire. Ils ne cherchent pas la guerre, même s'ils savent qu'elle serait dévastatrice pour tout le monde. Pourquoi provoquer une dévastation? Ils sont convaincus qu'ils ne perdraient pas une guerre, mais ils n'en veulent pas, pour des raisons évidentes. Il existe donc des moyens pour Trump d'obtenir une sorte de fausse concession ou un petit geste, puis de se vanter d'être le plus grand négociateur du monde. Mais bien sûr, tout cet épisode sera tout de même perçu comme un immense échec pour les États-Unis. Quoi qu'il en soit, peu importe comment cela se déroule, les Iraniens vont négocier. Les Iraniens vont négocier. Je suppose, j'imagine, que s'il a besoin d'une porte de sortie, ils essaieront de l'aider dans un cadre restreint, rien de grand. Mais nous verrons bien ce qui se passera dans les jours à venir. Nous pourrions vivre dans des circonstances très différentes la semaine prochaine, au moment où nous sommes censés nous parler. Il se peut que je sois quelque part en train d'essayer de trouver une connexion Internet, comme pendant la guerre de 12 jours. Il se peut que ce soit difficile de parler ou que cela se termine autrement. Ou bien, nous pourrions avoir une conversation normale, comme maintenant. Qui sait? Exactement, exactement. Professeur, je sais que votre journée a été longue. Je ne veux pas vous retenir, alors je vais conclure. Je crois que je suis la seule personne encore là. Enfin, à moins que quelqu'un soit encore coincé dans les embouteillages. Je fais partie des rares personnes qui jeûnent encore, même si c'est fini. C'est fini depuis un moment. Mais pour toi, Nima, je ferai n'importe quoi. Merci. Merci, professeur Marandi. Un grand plaisir, comme toujours. Toujours. Le plaisir est pour moi. Merci. Veux-vous?